Vendredi 2 octobre 2015, c'est un procès sous haute tension qui s'ouvre devant la cour d'assises de Besançon. C'est la deuxième fois que Sylvain Schrute se retrouve face à des juges. Déjà condamné à 18 ans de prison, et après avoir passé 3 ans derrière les barreaux, l'homme est méconnaissable. Et il attend ce nouveau procès avec angoisse. J'ai peur, il va falloir nouveau revivre tout ça. Nouveau se faire démonter, se faire lapider. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, on s'en rend même pas compte quand on est assis sur le petit banc. On se dit, j'ai les mêmes en face. Si Sylvain Schrute est inquiet, c'est qu'il est rejugé pour l'assassinat de sa belle-mère, Ghislaine Leclerc. Un crime horrible que le gendre a toujours nié. Monsieur Schrute, est-ce que vous avez tué votre belle-mère? Moi, j'ai pas tué Ghislaine. Il y a quelqu'un qui l'a tuée. Mais c'est pas moi l'assassin. Ils vont bien finir par s'en rendre compte. C'est le début d'une enquête aux multiples rebondissements. L'histoire d'une famille qui cache de lourds secrets. Celle d'un gendre que tout accable. Un fait divers étourdissant qui va montrer qu'il faut parfois se méfier des apparences. Tout joue contre lui, pour tout le monde. C'était évident que Sylvain Schrute était le meurtrier. 4 balles. Elle a été tuée de 4 balles. Elle a été tuée, que ce soit d'une, de 4 ou de 5, elle est morte, quoi. Il m'a fait des avances un soir pour que je couche avec lui. J'avais 16 ans et il en avait 45. Je me suis dit là, c'est vraiment tordu comme histoire. Sylvain a foutu une sacrée merde dans notre famille. Coupable ou pas coupable. Samedi 28 août 2010, Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Ghislaine Leclerc, 57 ans, est attendue chez son ex-mari, Jean-Paul, pour un déjeuner en famille. Ensemble, ils ont eu 3 filles. Céline, l'aînée, Estelle, puis Emmeline, la petite dernière. Seulement les heures passent et Ghislaine n'est toujours pas là. On a attendu, puis la journée est passée, on n'avait pas d'appel. Et là, déjà, on s'est dit, ah ben non, ça, c'est pas normal. Elle était du genre à nous prévenir, même quand elle s'arrêtait 5 minutes sur une aire d'autoroute. Elle aurait pu changer de planning, mais elle nous aurait prévenus. C'était inquiétant, c'était vraiment très inquiétant. Emmeline et son père en sont persuadés. Il est arrivé quelque chose de grave à Ghislaine. Et en allant à son domicile, ils vont vite comprendre que leur crainte était fondée. Moi, j'avais la clé de la maison. Elle me l'avait passée justement pour que je puisse aller faire des travaux chez elle, même quand elle n'était pas là. Et du coup, on a décidé d'aller voir chez elle. La voiture était à peine arrêtée qu'Emmeline en est descendue et elle a couru à la porte. Elle voit la porte d'entrée fermée. Donc elle s'imagine que Madame Leclerc est présente à son domicile. Pourtant, chose étrange, alors qu'Emmeline appelle sa mère, personne ne répond. Jean-Paul va ouvrir la porte et c'est Emmeline qui se précipite un peu dans la maison. Il y avait une lumière dans la chambre, donc je pense que ça l'a attirée. La jeune fille de 17 ans l'ignore encore, mais elle fonce tout droit vers le cadavre de sa mère. Et elle a crié. Et là, je l'ai trouvée allongée au pied du lit. Elle avait du sang partout. Je suis arrivé derrière, j'ai vu Ghislaine donc allongée avec une grande mare de sang, quoi. Pour le père et sa fille, force est de constater que Ghislaine est décédée. Je suis allée chercher le téléphone. Je voulais appeler les pompiers. Mon papa, il m'a dit, c'est pas la peine. Faut appeler les gendarmes, mais c'est trop tard. Emmeline prévient aussitôt le reste de la famille, à commencer par sa sœur, Estelle. J'ai reçu un appel de ma sœur. Elle m'a demandé de me mettre à l'écart et de m'asseoir. Je comprends
comprenais pas pourquoi, mais j'ai fait. J'ai confiance et... Donc je suis allée dans ma chambre, je me suis assise et là elle m'a dit maman est morte. Et moi j'ai hurlé, j'ai dit non, c'est pas vrai, si. Pour les proches de Ghislaine, le choc est insoutenable. Et les premières constatations des gendarmes ne vont pas soulager leur peine. Car de toute évidence, Ghislaine Leclerc a été la cible d'un tueur impitoyable qui ne lui a laissé aucune chance. Les gendarmes comprennent que Ghislaine Leclerc a été tuée. Les gendarmes constatent qu'elle a 4 balles dans le corps. 2 balles dans l'abdomen, 2 balles dans le cou. Le tireur s'est approché d'elle et a tiré 2 balles dans le cou de Madame Leclerc alors qu'elle était manifestement vivante. C'est le coup de grâce. Donc c'est du travail, entre guillemets, propre d'un vrai tueur qui est venu pour tuer. Elle a été abattue. Je crois qu'on ne peut pas dire autrement. C'est une femme qui a été exécutée. Pourtant, à première vue, Ghislaine Leclerc n'avait pas vraiment le profil d'une femme à problème. Bien au contraire. Ghislaine Leclerc, c'est une femme qui a décidé de créer une société d'édition de cartes postales qui lui permet pas forcément de très bien vivre d'ailleurs. Elle est pas riche, hein, Ghislaine Leclerc. Elle aimait beaucoup aller danser, chanter et faire plein d'activités, rencontrer du monde. Elle était très sociale, elle aimait les gens, elle les aimait profondément. C'est une femme qui avait beaucoup d'amis, quelqu'un de très gai. Elle a toujours essayé de rendre service. Elle avait vraiment le cœur sur la main, quoi. Très généreuse, oui. Dans son petit pavillon de Volèvre, en Saône-et-Loire, Ghislaine Leclerc semblait mener une vie paisible, dévouée à ses 3 filles. Elle était très proche de nous, très proche de ses filles. On était complètement sa priorité. Il y a ma grande sœur, après il y a Estelle, et il y a moi qui arrive 12 ans après. Donc je suis la petite dernière. Elle appelait ça son monde de douceur dans un monde de brut. Alors, pour les filles de la victime, il est inimaginable que leur mère ait pu être exécutée. Non, moi j'y crois pas. C'était pas possible. Pas elle, quoi. C'était ma maman. Pourquoi on veut assassiner ma maman? Oui. Et surtout, qui a pu vouloir éliminer Ghislaine Leclerc? La question brûle toutes les lèvres. L'enquête commence. Elle est confiée à la section de recherche de Dijon. Pour les gendarmes, la partie n'est pas gagnée d'avance, car le meurtrier semble avoir commis le crime parfait. En termes de traces ADN, en termes de cheveux, enfin tout ce qu'on peut trouver un peu habituellement, là effectivement il n'y a rien. Il y a bien quelqu'un qui est venu, il y a bien quelqu'un qui a tué, on ne trouve pas d'ADN. Donc ça veut dire que la personne a peut-être pris certaines précautions, notamment de prendre des gants. Les gendarmes vont fouiller absolument partout et ne retrouveront pas l'arme du crime. La seule chose que les enquêteurs vont retrouver, ce sont les étuis des balles qui ont servi à tuer Ghislaine Leclerc. C'est un Beretta 9 mm année 1934, mais qui n'est pas répertorié. Où aurait-elle pu être achetée? Quels sont les propriétaires de ce type d'armes? Ça, on n'en sait rien. Donc ça veut dire que retrouver ces douilles, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas tout. Après avoir abattu la victime, le meurtrier a pris une ultime précaution. On va découvrir les clés du domicile qu'on va retrouver dans un buisson. Il quitte les lieux, il ferme à clé derrière lui. Puis il s'est débarrassé des clés dans la haie. Le but pour lui, c'est de retarder la découverte du corps et de pouvoir prendre la fuite tranquillement. C'est pas anodin. Il s'agit d'un meurtre de sang-froid, réfléchi, pensé et parfaitement bien exécuté. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucun dossier criminel.
Alors, qui a tué Ghislaine Leclerc? Face à une scène de crime énigmatique, les gendarmes n'ont aucune piste. Comme toujours dans pareil cas, les enquêteurs commencent par interroger l'entourage de la victime. À commencer par la dernière personne de la famille qui l'a vue vivante, son gendre, un certain Sylvain Schrut. Sylvain Schrut, c'est le compagnon de Céline, ma fille aînée, et donc mon gendre, ainsi que celui de Ghislaine. Sylvain Schrut, 46 ans, est paysagiste et père d'une petite fille qu'il a eue avec Céline, l'une des filles de la victime. Il est décrit comme un homme sympathique, mais plutôt original. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup, qui avait beaucoup de bagou. Au départ, il me faisait assez bonne impression. Sylvain Schrut est un type attachant, particulier, mais qui a un comportement parfois très étrange. Et lui-même le reconnaît. Il me dit, mais vous êtes bizarre. Monsieur Schrut, vous êtes bizarre. Oui, je sais, j'ai plus que bizarre même des fois, mais bon, voilà. Non seulement il n'a jamais les réactions auxquelles on s'attend, il a toujours celles auxquelles on ne s'attend pas, mais même quand on s'y attend pas, on ne sait pas du tout comment ça va partir, quoi. Sylvain Schrut dit avoir vu sa belle-mère vivante 6 jours avant la découverte de son cadavre. Monsieur Schrut, effectivement, il est présent quelques jours avant la découverte du corps de Madame Leclerc. Il est venu lui rendre visite pour lui emprunter un véhicule automobile. Alors, Sylvain Schrut a-t-il quelque chose à voir avec la mort de sa belle-mère? La piste mérite d'être creusée. Interrogé face aux gendarmes, Sylvain Schrut confirme. Le lundi 23 août 2010, il est à Alès, en vacances. Et suite à un accident de voiture, il décide de remonter en train à Vaulèvre, ce petit village au centre de la France où vit sa belle-mère, Ghislaine Leclerc. Le lundi 23 août, suite à un accident de sa propre voiture, il avait demandé à sa belle-mère si elle pouvait lui prêter une... puisqu'apparemment elle a au moins 2 véhicules. J'ai dit d'emblée que je arrivais dans l'après-midi pour lui emprunter une voiture. Puis après, on a passé notre temps assis sur la terrasse, à boire une bière, à parler. Et vraiment, ouais, on a longtemps parlé, des heures, hein, jusqu'au soir. Et le gendre de rajouter qu'à son départ, Ghislaine était en parfaite santé et que depuis, il ne l'aurait plus jamais revue. C'est effectivement la dernière fois que je la vois vivante, Ghislaine, à ce moment-là. Après, je rentre avec la voiture, je rentre chez moi, quoi. Sylvain Schrut confirme aux enquêteurs être remonté chez lui en Alsace au volant de la voiture de sa belle-mère. Selon Monsieur Schrut, après, il est à Rigvir, à son domicile en Alsace. Et il ne bouge pas de ce domicile. C'est-à-dire à peu près à 400 km du lieu de résidence de Ghislaine Leclerc. Sylvain Schrut n'aurait donc rien à voir avec le meurtre de Ghislaine Leclerc. D'autant, dit-il, qu'il n'aurait aucune raison de vouloir supprimer celle qui lui a présenté sa future compagne, Céline. Alors, j'ai rencontré Céline grâce à Ghislaine parce qu'on chantait ensemble dans une chorale, Ghislaine et moi. Et puis un jour, elle a emmené Céline, donc sa fille aînée. Voilà, elle m'a tout de suite plu, il faut le dire, c'est que ça. Je suis rentré dans la famille, quoi, on peut dire. Pour moi, c'était une amie, vraiment une amie. C'était quelqu'un de très cher pour moi, vraiment. C'était dans la famille... je pense, la personne la plus proche de moi. Un gendre qui semble adorer sa belle-mère et qui se trouvait à 400 km du lieu du crime. À ce stade de l'enquête, Sylvain Schrut paraît donc au-dessus de tout soupçon. Les enquêteurs n'ont strictement aucune raison de s'intéresser à Sylvain Schrut. On ne voit pas pour quelle raison Sylvain Schrut aurait exécuté sa belle-mère. À ce stade de l'enquête, les gendarmes n'ont absolument pas Sylvain Schrut dans le collimateur. Et puis surtout, il y a avant lui des candidats à la culpabilité qui sont beaucoup plus intéressants. En effet,
En plongeant dans la vie de la victime, les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir une autre piste. Une piste beaucoup plus alléchante. À en croire ses filles, derrière la mère de famille en apparence tranquille, se cachait en réalité une femme au cœur d'artichaut et à la vie sentimentale mouvementée. C'est une femme qui a été mariée 3 fois. Ghislaine Leclerc, c'est une femme qui ne pouvait pas vivre seule, qui cherchait vraiment l'âme sœur. Ma maman, elle avait besoin de se faire aimer, oui. Elle espérait toujours trouver quelqu'un dont elle puisse être amoureuse et que lui puisse l'être aussi. Elle y croyait toujours et elle y a toujours cru dans chacun de ses mariages et dans chacune de ses rencontres. Ghislaine se marie une première fois à 18 ans avec un dénommé Jean-Marie. Puis, à 25 ans, elle épouse Jean-Paul, le père de ses 3 filles. Et 6 ans avant le drame, à 51 ans, elle est tombée sous le charme d'Esdine, un jeune et beau serveur tunisien de 25 ans. Ma mère a rencontré Esdine en voyage en Tunisie. Elle en est tombée folle amoureuse de suite. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Pour elle, c'est le coup de foudre. Et ils rentrent en France et ils se marient. C'est très rapide. Mais pour ses filles, ce mariage fulgurant de leur mère n'est pas vu d'un très bon œil. Ça nous inquiétait, vu qu'il est très jeune par rapport à elle, il pourrait être son enfant. Ce qui est frappant immédiatement, c'est qu'il y a plus de 25 ans d'écart entre les deux. Il a 25 ans, elle a plus de 50 ans. C'est quand même un couple qui détonne. Tout le monde s'interroge. Le jeune Esdine n'aurait-il pas épousé Ghislaine Leclerc, de 25 ans son aîné, pour son argent? On peut craindre, face à un couple aussi disharmonieux, on peut craindre que l'un soit là pour l'intérêt plus que pour l'amour. Il faut bien dire qu'on soupçonne un mariage gris. Et justement, pour Ghislaine, le conte de fées va rapidement se transformer en cauchemar. C'est Ghislaine Leclerc qui assume tout. On va dire qu'on dépense sans compter pour Esdine. C'était évidemment elle qui portait la plupart des charges de la vie quotidienne. Elle en voulait toujours plus, alors qu'elle n'avait pas les moyens. En Tunisie, elle va investir dans un terrain à Djerba sur lequel il fera construire une maison. Financièrement, Ghislaine Leclerc n'a plus d'argent. Elle a tout investi ce qu'elle avait, donc elle est dans une situation assez délicate. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase où elle a plus pu, c'est qu'il est allé voir ailleurs. Et ça, elle n'a pas pu supporter. Il l'a totalement essoré financièrement et lui, finalement, va choisir ce moment-là pour, d'une part, la tromper et, d'autre part, donc, pour se séparer. En fait, pour résumer, il a voulu les biens du mariage, mais il ne veut plus des liens. Peu de temps avant sa mort, le prince charmant avait décidé de quitter son épouse bafouée et ruinée. Seulement Ghislaine Leclerc ne comptait pas se laisser faire. Le divorce sera sous haute tension. Il considère que tous les achats faits en Tunisie lui reviennent de droit. C'est une procédure de divorce jusqu'à la mort. Esdine ne lâche rien et Ghislaine ne lâche rien. C'est très violent entre eux à ce moment-là. Alors forcément, depuis l'annonce de la mort de leur mère, sa fille Estelle pense connaître l'identité du meurtrier. Ma première réaction, c'est Esdine qui l'a fait. Ça se passait très mal entre eux, donc tout de suite on pense à lui. Si Ghislaine Leclerc décède, Esdine s'en sort merveilleusement bien. Et en plus, il a un projet de mariage avec une jeune Tunisienne en Tunisie. Esdine a-t-il tué son épouse ruinée? Pour les enquêteurs, l'hypothèse est d'autant plus crédible que la victime elle-même avait peur pour sa vie. Elle en avait d'ailleurs parlé à ses filles. Je savais que son mari l'avait menacée et donc elle nous avait dit « Si ma mort vous semble suspecte, je veux être autopsiée ». Ghislaine a très clairement peur qu'Esdine la tue. À ce stade-là, les enquêteurs, ils ont un mobile et ils ont un suspect qui est désigné par l'entourage comme le coupable certain. Donc il n'y a pas de problème, c'est Esdine.
Mars 2011, section de recherche de Dijon. Placé en garde à vue, le dernier mari de Ghislaine est entendu. Et il reconnaît que leur divorce était conflictuel. Voici ses déclarations. Nous n'avons pas été d'accord. Chacun avait sa version. Ghislaine et moi n'avions pas trouvé de solution sur ce problème de partage des biens. Mais concernant le meurtre, le mari nie toute implication. Je ne l'ai pas tué. Et je n'ai rien à voir avec cette affaire. Jamais de la vie je n'avais menacé Ghislaine. Pour les gendarmes, les explications du jeune Ezdine ne sont pas très convaincantes. Seulement les résultats de l'autopsie vont venir l'innocenter. Le corps est retrouvé le dimanche matin, le dimanche 29 août. Et l'autopsie évalue la date de la mort dans la nuit du jeudi au vendredi, à peu près à 48 heures avant. Et c'est justement dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 août 2010 que Ghislaine a passé son dernier appel, à minuit 6, très précisément. On sait qu'elle est morte cette fameuse nuit-là, mais le fait qu'elle ait utilisé son téléphone à 0h06, ça veut dire qu'elle est morte après. Ghislaine Leclerc a donc été tuée après minuit 6, la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 août 2010. Or, à ce moment-là, Ezdine a un alibi incontestable. Il raconte que lui, à cette époque, vit déjà séparément de son épouse, ce qui est vrai, qu'il travaille dans un restaurant à Lyon et que précisément ce jour-là, il travaillait. Son employeur va être auditionné et il va confirmer qu'Ezdine, le soir des faits, était bien présent à Lyon. Puis ensuite, Ezdine retourne chez lui et là aussi, il a des témoins. Le dernier mari aurait-il alors commandité le meurtre de son épouse gênante? De ce côté-là, rien non plus. Il est possible que Ezdine ait mandaté, payé quelqu'un pour tuer Ghislaine Leclerc. Ils essaient de pister monsieur sans résultat pendant des mois et des mois. Les enquêteurs ont fait un travail exhaustif. Ils ont tout vérifié, ils ont tout fouillé et ils ne trouvent pas. Pas d'armes, pas de tueur, un alibi en béton armé pour Ezdine, y a rien. La piste du dernier mari a beau être séduisante, rien ne permet de le mettre en cause. Et contre toute attente, Ezdine va même plus loin. Il va révéler aux enquêteurs qu'il a sa petite idée sur l'identité du tueur. Voici ce que l'homme dit aux gendarmes. Vous pourriez orienter votre enquête sur le premier mari de Ghislaine, car elle m'avait informé des craintes qu'elle avait vis-à-vis de lui. Incroyable. Les enquêteurs découvrent qu'en 1985, après son divorce avec la victime, son premier mari a été condamné pour un double meurtre, celui des parents de sa nouvelle compagne, qui avait succédé à Ghislaine. Après son divorce avec Madame Leclerc, celui-ci a tué les parents de sa nouvelle petite amie. Et il sera condamné par la cour d'assises à une peine de réclusion criminelle de 20 ans, me semble-t-il. Le problème de ce dossier, c'est que dès qu'on ouvre un nouveau chapitre, on tombe sur quelque chose d'un peu extraordinaire, ou en tout cas d'un peu hors norme. Et c'est vrai que lorsqu'on entend Ezdine et qu'on découvre, à l'occasion d'une audition, que le premier des 3 maris de Ghislaine est un meurtrier, ou a été un meurtrier, ça alourdit un peu l'ambiance quand même. Pour les gendarmes, le premier mari est un suspect sérieux. D'autant qu'au moment de la mort de Ghislaine, l'homme avait fini de purger sa peine. Le jour où il est sorti de prison, elle avait peur qu'il vienne faire des représailles puisqu'elle avait témoigné contre lui. Il
sort de prison et elle, on la retrouve morte chez elle. Donc il peut y avoir un lien. Alors, le premier mari aurait-il récidivé? Se serait-il vengé de son ex-épouse qui avait témoigné à charge à son procès? L'homme est convoqué à la gendarmerie. Mais la piste tourne court. Le premier mari ne peut pas être le coupable que les enquêteurs recherchent. Et voici pourquoi. Comme Esdine, le premier ex-mari a un alibi en béton. Le premier mari qui a tué ses beaux-parents, qui vient se venger, magnifique, sauf que ça colle pas. Sa téléphonie le situe sur Metz, hein, qui est son lieu de résidence. Il n'a pas quitté Metz dans la nuit du 26 au 27 août. Les enquêteurs sont complètement à court d'idées. Ils sont à court de pistes, ils sont à court d'indices. En tout cas, le moral des troupes va pas très bien. Un gendre qui semble irréprochable, un premier et un dernier mari disculpés. Au bout d'1 an et demi d'enquête, les gendarmes sont revenus à la case départ. Mais pas pour longtemps. Car ils ne vont pas tarder à débusquer un homme qui, depuis le début, a trompé tout le monde. Nous sommes en novembre 2011. Plus d'1 an et demi après les faits, la juge en charge de l'affaire décide de convoquer les filles de la victime. Elle nous dit que les pistes sont interrompues, que ça ne va pas plus loin. Et la juge, à ce moment-là, elle nous demande de nous rappeler et de lui dire est-ce qu'une personne de notre entourage ou de notre famille proche a eu son comportement qui a changé. On ne sait plus où chercher. Est-ce que vous n'auriez pas un nouveau souffle, finalement, à nous donner? Et c'est Estelle, la cadette, qui va mettre le feu aux poudres. Dans le bureau de la juge, la fille de Ghislaine a un déclic. Ce que la juge a dit a fait ressortir en moi le souvenir que mon beau-frère a eu un comportement plus que bizarre à la mort de ma mère. Et c'est de là que ça part. Car ce que va révéler Estelle aux gendarmes est troublant. Peu après la découverte du corps de sa mère, toute la famille s'est réunie à son domicile. Toutes, à une exception près, Sylvain Schrute, le compagnon de sa sœur, Céline. Il n'est pas venu jusque chez ma mère. Ça m'a beaucoup surpris déjà parce que ma grande sœur vient de perdre sa mère. Il ne fait pas l'effort de venir. Pas du tout. Il a autre chose à faire, il ne viendra pas. C'est quand même une réaction bizarre. C'est quand même sa compagne. Il devrait la soutenir, il devrait tout lâcher pour être là. Mais non, il ne peut pas venir. Il va à la piscine. Il n'a pas aidé pour la préparation des obsèques et des funérailles. Il n'a pas soutenu la famille. Les gendarmes s'interrogent. Pourquoi une telle réaction de la part d'un homme qui prétend être l'ami de la victime? Et c'est en interrogeant l'ex-mari de Ghislaine, Jean-Paul, et ses filles, qu'ils vont avoir un début de réponse. Apparemment, la belle-mère et son gendre n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Elle n'appréciait pas Sylvain dans son comportement vis-à-vis de Céline. Il la rabaissait tout le temps. Sitôt qu'il y avait un problème avec leur fille, c'était de sa faute. Pour elle, c'était un sale type. Il était tellement désagréable qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour le supporter. Et quand Sylvain dit qu'ils étaient très amis, je ne peux pas y croire. Soit il est complètement perché, soit il ment. Pour les enquêteurs, c'est la révélation. Tous ces éléments-là font que Sylvain Schrute devient bizarre et qu'on va s'intéresser à ces bizarreries et on va chercher si Sylvain Schrute ne cache pas quelque chose. Et la suite de l'enquête ne va pas arranger les affaires du gendre. Souvenez-vous, selon Sylvain Schrute, la dernière fois qu'il a vu Ghislaine, c'était le lundi 23 août, 3 jours avant sa mort. Après lui avoir emprunté sa voiture, il serait ensuite reparti chez lui à plus de 400 km de là. Jeudi 26, le soir où Ghislaine a été tuée, Sylvain Schrute affirme qu'il est à son domicile, en Alsace, à Rigvire, et qu'il n'a pas bougé. Or, d'après l'analyse de sa téléphonie, Sylvain Schrute a menti.
Le téléphone portable de Sylvain Schrute déclenche un relais pas très loin du domicile de Ghislaine Leclerc, à une heure très proche de l'heure où elle est tuée. Sylvain Schrute se trouve près de chez Ghislaine Leclerc le soir où elle est morte. Et pas en Alsace. Pour les enquêteurs, c'est le double tilt. D'abord, il a menti, mais en plus, Estelle a raison. Donc, on a un suspect. Pourquoi le gendre n'a-t-il pas dit la vérité? 20 mois après la mort de sa belle-mère, Sylvain Schrute est placé en garde à vue. Et dans un premier temps, il continue à mentir. Quand on me pose la question si j'avais été sur place, j'ai dit non, j'ai nié. Il n'était pas question que j'en parle. Il confirme ses déclarations initiales, qu'il était en Alsace. Sylvain Schrute va resservir aux gendarmes la même soupe qu'il avait déjà servie au préalable. Au départ, il va essayer de noyer le poisson. Sauf que le poisson est un enquêteur expérimenté et va pas s'en laisser compter très longtemps. Et c'est à partir de ce moment-là que les enquêteurs, face à un Sylvain Schrute très serein, lui sortent la téléphonie. Et là, il va pâlir et il va refuser de s'expliquer. C'est-à-dire qu'il va garder le silence. Confronté au bornage de son téléphone près du lieu du crime, le gendre va finir par se mettre à table. Et face aux enquêteurs, Sylvain Schrute va livrer une histoire à peine croyable. Sylvain Schrute dit très clairement aux enquêteurs qu'il s'est effectivement rendu à Volèvre, chez Madame Leclerc, la nuit où elle a été tuée. Il est simplement prévu qu'il dorme cette nuit-là chez Madame Leclerc. On prend décision que j'arrive le soir. Moi, en réalité, j'étais persuadé de la trouver là, comme d'habitude. Et le gendre d'expliquer qu'en arrivant chez Ghislaine, il aurait fait une terrible découverte. En arrivant devant la maison, je vois qu'il y a de la lumière. La porte, elle était entrouverte. Je suis rentré, j'ai dit « Coucou, c'est moi, je suis là ». Enfin, un truc dans le genre, quoi. Il n'y a pas de réponse, donc je suis allé dans la cuisine. Je pousse jusqu'à la chambre parce qu'il y avait de la lumière. Et là, moi, j'ai vu le corps de Ghislaine sans vie. Selon Sylvain Schrute, elle est déjà morte lorsqu'il arrive. Il dit qu'il a immédiatement compris qu'elle était morte et qu'il n'y avait plus rien à faire. Je ne me souviens même pas si effectivement j'ai vu du sang. On le voit, moi je le vois tout de suite. Il n'y a plus de vie. Et ce n'est pas tout. Le gendre prétend qu'à son arrivée, le tueur était encore sur les lieux du crime. Que rien ne soit fermé, les portes, rien, les lumières pas éteintes. Il y a quelqu'un dans la maison encore. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là maintenant, quoi? J'ai vu les chocottes. C'est là que j'ai pris la décision de partir, quoi. J'ai dit non, je fais rien, je pars. Et il a pris la fuite. Sylvain Schrute déclare quitter les lieux sans prévenir les secours, par peur d'être soupçonné. Je suis de la famille, je suis proche, mais on va me foutre en tôle, on va m'accuser. On n'appelle rien, on n'appelle personne, on fait rien, j'étais pas là. Et il gardera le silence pendant 18 mois. Selon Sylvain Schrute, il se serait alors enfermé dans le mensonge. J'ai pas réussi à en parler de suite, évidemment, à personne. La peur passée, on se rend compte à quel point on a été lâche et à quel point on a pu mal réagir. Sylvain Schrute n'a pas eu le courage de dire la vérité, certes, mais pour autant il clame qu'il n'a pas tué sa belle-mère. Il me pose la question, avez-vous tué Ghislaine Leclerc, votre belle-mère? Je réponds immédiatement non, absolument pas. Un gendre au mauvais endroit, au mauvais moment. Un terrible secret méticuleusement gardé pendant 1 an et demi, trop beau pour être vrai. Les gendarmes n'y croient pas. La version livrée par Sylvain Schrute est juste insensée, incroyable, dans le vrai sens du terme. On ne peut pas la croire. Ça tient pas debout. N'importe qui
qui a la conscience tranquille, découvre un cadavre, a fortiori celui de sa belle-mère, qu'il prétend adorer, immédiatement va prévenir les autorités. D'autant qu'en garde à vue, face aux enquêteurs, Sylvain Schrute va adopter un comportement plutôt déconcertant. Les apparences sont contre lui parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours très franc avec les enquêteurs. Parce qu'il s'interrompt aussi, c'est-à-dire que quand il est en difficulté, c'est vrai qu'il demande à fumer une cigarette, c'est vrai qu'il demande à aller aux toilettes. Lorsque vous l'interrogez, il fait répéter la question, il prend le temps de bien réfléchir et il donne sa réponse, seulement après. Mais il faut lui arracher chaque détail un par un. Et il n'avoue que ce que les enquêteurs ont démontré auparavant. Pire, devant les enquêteurs comme devant notre caméra, à l'évocation du meurtre de Ghislaine, Sylvain Schrute, celui qui prétend être son meilleur ami, ne semble pas très touché. 4 balles. Elle a été tuée de 4 balles. Hein. Elle a été tuée, que ce soit d'une, de 4 ou de 5, elle est morte, quoi. Voilà. Ce genre de détails, moi. Oui, bref. Le pire ennemi de Sylvain Schrute, c'est Sylvain Schrute. Sylvain Schrute a tout fait pour se retrouver devant une cour d'assises dans le cadre de ses déclarations. On ne peut pas faire pire. C'est une catastrophe. Il y a un autre détail qui rend Sylvain Schrute suspect. Le soir du crime, pour se rendre au domicile de sa belle-mère comme pour retourner chez lui en Alsace, le gendre aurait agi comme un meurtrier. Sylvain Schrute ne laisse aucune trace de ses paiements d'autoroute au niveau du péage. Il va tout payer en espèces, comme pour ne laisser aucune trace. Ce déplacement est quand même clandestin. À partir de ce moment-là, les enquêteurs sont persuadés d'avoir face à eux l'assassin de Ghislaine Leclerc. C'est lui. Il ne manque plus qu'une photo de lui en train de tirer dessus. Hein. Pourtant, il y a une question qui reste encore sans réponse. Il manque un élément important, qui est même primordial, pour expliquer le crime, c'est le mobile. Or, à ce stade de l'enquête, les gendarmes n'ont pas le mobile. S'ils ont le suspect principal, numéro 1, c'est-à-dire Sylvain Schrute, ils n'ont pas les explications de son crime. Pourquoi Sylvain Schrute aurait-il tué sa belle-mère? Chose incroyable, les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir que le suspect cache un autre secret. Un secret tout aussi inavouable. C'est en consultant les relevés téléphoniques de Sylvain Schrute qu'un petit détail va attirer l'attention des gendarmes. Il nourrit des conversations très fréquentes avec sa jeune belle-sœur, Emmeline, qui à l'époque a 17 ans. C'est surprenant parce qu'Emmeline est hébergée par sa sœur Céline et monsieur Schrute à leur domicile pour des raisons scolaires. Donc c'est vrai que des personnes qui vivent sous le même toit et qui se parlent autant par téléphone, ça pose question. La jeune femme est interrogée. Frêle et ingénue, Emmeline, la benjamine de la famille, va faire des révélations fracassantes aux enquêteurs. Dès son arrivée au domicile du couple, Sylvain serait devenu un peu plus qu'un simple beau-frère. Je discutais souvent avec Sylvain et c'était quelque part un peu mon confident. Quand j'allais pas bien, j'allais le voir. Et en fait, rapidement, ça a dégénéré parce qu'il en a voulu plus. C'est-à-dire qu'il m'a fait des avances un soir pour que je couche avec lui. J'avais 16 ans, juste 16 ans. Et il en avait 45. Il disait en fait que j'étais son âme sœur, que j'étais amoureuse de lui, mais que je le savais pas encore. Et à un moment donné, j'ai plus pu rien dire et quoi faire. Et donc voilà, on a couché ensemble une fois et ça s'est reproduit plusieurs fois. Les gendarmes sont abasourdis. Au sein du domicile conjugal, Sylvain Schrute trompe sa compagne Céline
avec sa belle-sœur mineure de 30 ans, sa cadette. C'est malsain, il y a une espèce de sentiment de gêne. C'est une relation très perturbante pour tout le monde, surtout pour des enquêteurs. Selon Emmeline, cette relation était restée totalement secrète. Lui, il me disait qu'il fallait pas le dire, que c'était entre nous, parce qu'on était des âmes sœurs, mais que les autres, ils pourraient pas comprendre. Et la relation entre moi et Sylvain, personne n'était au courant. Personne, ou presque, car d'après la jeune fille, peu avant sa mort, sa mère commençait à avoir des soupçons. Ma mère elle s'était posé des questions, je pense. Elle m'en avait parlé. Pas directement, c'était plus comment ça se passe, comment ça va. On peut supposer que Ghislaine Leclerc avait pu deviner effectivement, en tout cas fortement s'interroger sur la nature exacte de cette relation. Alors pour les gendarmes, le mobile est donc tout trouvé. Les enquêteurs font l'hypothèse que peut-être Ghislaine Leclerc avait découvert ou que si elle avait su, elle aurait très mal réagi. Selon eux, Madame Leclerc avait découvert le poteau rose, allait provoquer à la fois la rupture et un véritable cataclysme familial en révélant cette relation, raison pour laquelle M. Schrute avait toutes les raisons de la tuer. Confronté aux révélations de sa jeune maîtresse, Sylvain Schrute reconnaît entretenir une relation intime avec elle. Et chose surprenante, il n'en éprouve aucune gêne. C'était une très belle expérience, une expérience très riche pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, moi, au moins, c'est comme ça que je le vis. Il va dire qu'il était très amoureux de cette jeune fille, que du haut de ses 45 ans et elle, du bas de ses 17, il a eu une espèce de coup de foudre pour sa belle-sœur. Il va présenter ça sous son meilleur jour, une fois de plus. Là, il préfère dire « mais non, je l'aimais ». Il n'y a aucun problème pour Sylvain Schrute d'avoir une relation sexuelle, adultère, avec la sœur de sa femme. Il n'y en a pas. D'ailleurs, pour le principal suspect, l'hypothèse des enquêteurs ne tient pas. Ghislaine aussi, elle avait aussi une grande expérience de la vie quand même. Mais moi, je suis sûr, certain, qu'elle n'aurait pas mal réagi d'emblée comme ça. C'était pas son genre. En tout cas, pas avec moi. Malgré les explications de Sylvain Schrute, pour les enquêteurs, tout l'accable. À l'issue de sa garde à vue, le gendre est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Lorsqu'Estelle, la fille de Ghislaine, apprend que son beau-frère est accusé du crime et qu'en plus, il a eu une liaison intime avec Emmeline, sa sœur mineure, le choc est effroyable. Quand j'apprends que mon beau-frère a eu des relations avec ma petite sœur, je suis écœurée. Je me suis dit là, c'est vraiment, vraiment, vraiment tordu comme histoire. C'est un membre de notre famille, quelqu'un que même si on l'appréciait pas, on lui faisait confiance. Quant à Jean-Paul, lorsque sa fille lui avoue qu'elle n'avait rien osé lui dire de peur de sa réaction, il s'effondre. Elle pensait que j'allais la rejeter. Alors qu'en fait, quand elle m'a raconté ça, moi, ça a plutôt été l'inverse. Sylvain a foutu une sacrée merde dans notre famille. Et que pour ça, je lui en veux beaucoup. Le destin de Sylvain Schrute semble scellé. Pour tout le monde, l'homme devrait finir sa vie derrière les barreaux. Tribunal de Mâcon, octobre 2014, s'ouvre le procès de Sylvain Schrute pour l'assassinat de Ghislaine Leclerc. Et dès le début, tout accable le gendre. Il n'arrive absolument pas à convaincre. Il ne va pas être à la hauteur, en tout cas, de son procès. Il va donner sa vérité, mais sur un ton qui est gênant, colérique. Il va s'énerver. Son attitude déplaît aussi bien aux jurés qu'aux juges. Les débats jouent complètement en défaveur de Sylvain Schrute. Ses mensonges, 18 mois de silence, l'incohérence de son comportement, l'absence d'appel téléphonique à la gendarmerie et un personnage on ne peut plus bizarre. Du début à la fin, je l'ai clamé, mon innocence.
Mais à aucun moment, pas le moindre bénéfice du doute, pas un moindre doute, non, non, non. Voilà, ça a été une horreur totale. Comme prévu, la sanction tombe. L'accusé est reconnu coupable et condamné à une peine de 18 ans de prison. À l'annonce du verdict, Sylvain Schrute accuse le coup. Jusqu'au dernier jour, je me voyais pas condamné, je ne me voyais pas condamné. Donc quand je prends 18 ans dans la gueule, poum, comme ça. On m'a même reproché que j'avais pas réagi. Ben mon coco, il fallait te mettre à ma place, ben, tu verrais un peu le poids que ça fait, ça, tu sais, c'est comme ça. Moi, c'était comme ça. Là, boum, c'est tombé, il n'y a plus rien. Ça a coupé net là. Du côté des parties civiles, c'est une victoire. Mais les sentiments sont partagés et le procès laisse un goût amer. Qu'il soit condamné, c'est vrai que pour nous, c'était quelque chose déjà d'important, puisque ça reconnaissait qu'il l'avait fait. Moi, je reste toujours un peu sur ma faim, étant donné qu'il n'a pas avoué. C'est une déception, parce qu'il n'y a pas d'explication. Et les filles de la victime ne sont pas au bout de leur désillusion, car leur beau-frère ne va pas en rester là. Non, 18 ans, c'est pas rien, bordel. C'est 18 ans, c'est énorme, énorme. On fait appel, et il était hors de question que ce soit autrement. Moi, je n'ai pas tué Ghislaine. Je veux bien porter le poids de mes erreurs, mais sûrement pas porter celle des autres. Pour l'instant, Sylvain Schrute est de retour à la case prison. Mais plus pour longtemps. Car lors de son deuxième procès, les choses ne vont pas se passer de la même façon. Cette fois, nous sommes à Besançon, en septembre 2015. Sylvain Schrute est de retour devant la cour d'assises pour son procès en appel. On a le même accusé dans le box et on a le même dossier. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien de nouveau, on s'attend au même verdict. Pour tout le monde, c'était évident que Sylvain Schrute était le meurtrier. Seulement, lors de ce second procès, les avocats de l'accusé vont pointer du doigt le manque de preuves. Car dans cette affaire, il existe de nombreuses zones d'ombre, à commencer par l'arme du crime que les enquêteurs n'ont jamais retrouvée. Une arme qui, selon Sylvain Schrute, l'aurait disculpée. J'aurais bien aimé, moi, qu'il la trouve, l'arme. Parce qu'alors là, je vois pas comment, en plus, ils auraient pu la relier à moi, puisque je l'avais jamais touchée, cette arme-là. Donc moi, j'attendais qu'ils la trouvent. Ben, ils l'ont pas trouvée, ni même trace d'achat ou quoi que ce soit, alors... En réalité, rien ne permet d'établir qu'il ait été un jour en possession d'une arme à feu et a fortiori pas de cette arme-là. Et ce n'est pas le seul élément qui innocenterait Sylvain Schrute. Souvenez-vous, pour retarder la découverte du corps, le tueur aurait pris soin de ne laisser aucune trace derrière lui. C'est ce que pensent les gendarmes. Cette scène de crime est le travail d'un professionnel. C'est pas compatible avec Sylvain Schrute. Et on voit pas pourquoi Sylvain Schrute aurait commandité quelqu'un pour tuer Ghislaine Leclerc et se serait en plus rendu chez Ghislaine Leclerc. Pas d'armes, pas de preuves, et un mobile fragile que les avocats de Sylvain Schrute vont remettre en question. Ghislaine Leclerc était-elle réellement au courant de la liaison secrète entre sa fille Emmeline et son gendre? Tous les témoins sont unanimes. Personne n'a jamais rien su de la relation entre Emmeline et Sylvain Schrute. Personne. Donc personne n'a pu prévenir Ghislaine Leclerc. On ne s'est pas engueulé. Non, pas du tout. Et on ne propose pas après à son gendre de venir et ça. On ne lui prête pas sa voiture. Donc voilà, c'est complètement faux, c'est complètement ridicule. On ne sait pas non plus si elle avait été au courant, sa réaction. C'est pas certain qu'elle aurait mal réagi. Le mobile de Sylvain Schrute qui tue sa belle-mère parce que celle-ci est au courant de la relation amoureuse qu'il a avec Emmeline s'effondre en cour d'assises. Voilà. Donc on n'a plus de mobile. Et surtout, Sylvain Schrute va bénéficier d'un témoignage capital aussi inespéré qu'inattendu. Celui de sa compagne, Céline, l'une des 3 filles de la victime. On pose la question à Céline de savoir si elle trouve le comportement de Sylvain Schrute normal d'avoir découvert le corps de sa mère
d'avoir pris la fuite et d'avoir gardé le silence pendant 18 mois sur cette découverte. Et elle répond, connaissant Sylvain, c'est tout à fait possible. Ça la surprend pas en réalité. Elle nous le dit, elle dit c'est pas un grand courageux devant l'Éternel. Elle ne croit pas à la culpabilité de Sylvain Schrut. Si la position de Céline peut paraître troublante, Jean-Paul, son père, a une explication. Elle fait face à un dilemme insurmontable. Céline, il y a sa maman qui est décédée d'un côté, c'est sa maman. Et de l'autre, son compagnon qui est le père de sa fille, qui est mis en accusation. Mais là, il y a sa fille. Elle peut pas, non, elle peut pas. Au bout d'une semaine de procès, le soir du 2 octobre 2015, les jurés rendent leur verdict. Et à la surprise générale, décision rarissime dans les annales judiciaires. Au bénéfice du doute, Sylvain Schrut est déclaré non coupable. Monsieur Schrut a été acquitté. C'est la stupéfaction. C'est fou. 0, 18 ans. C'est un grand écart complet. La cour d'assises ne dit pas si Sylvain Schrut a tué ou n'a pas tué Ghislaine Leclerc. La cour dit qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour le dire coupable. Et lorsque vous avez des doutes, lorsque vous n'avez aucune certitude, la justice doit acquitter. Et c'est ce qu'elle a fait pour Sylvain Schrut. Après plus de 3 années passées derrière les barreaux, Sylvain Schrut peut enfin savourer son retour à la liberté. C'est un aboutissement d'un combat acharné, infernal. Je m'en fous si c'est au bénéfice d'un doute, mais au moins au bénéfice d'un doute. J'ai dit, ouais, je vais enfin pouvoir voir ma fille. Je vais voir ma fille, c'est le premier mot qui sont sortis. Monsieur Schrut, il a quand même absolument tout perdu dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il a perdu sa vie d'avant, il a perdu l'enfance de sa fille, qui avait 7 ans au moment où il a été incarcéré. C'est quand même pas rien, quoi. C'est ça qui me fait le plus mal, c'est ce que ça a détruit et que je pourrais pas reconstruire. Je pourrais pas reconstruire. Seulement pour Estelle, Emmeline et leur père, l'acquittement de Sylvain Schrut est totalement incompréhensible. Quand le deuxième verdict tombe, je tombe avec. Je ne vois pas comment, sans éléments nouveaux, on peut acquitter une personne qui a été condamnée à 18 ans de prison. C'est pas parce qu'il a été acquitté que je me dis, en fait, il n'est pas coupable. Avec tous les éléments que j'ai, même s'il a été acquitté, tous ces éléments-là restent. Pour la justice, il n'y a pas d'assassin. Pour moi, il y en a un. Et il est en liberté. Avec l'acquittement de Sylvain Schrut, l'affaire s'arrête là. Mais alors, qui a tué Ghislaine Leclerc? Le mystère reste entier. Et pour les filles de la victime, cette question sans réponse est tout simplement insupportable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a assassiné notre maman, mais personne n'est coupable. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je vis sans ma maman tous les jours. Et c'est bien parce que quelqu'un l'a assassinée. Alors on peut pas me dire qu'il n'y a pas de coupable. Je souhaite effectivement que l'enquête puisse se réouvrir et qu'on puisse un jour savoir qui a tué maman et pourquoi. Alors certes, ça ne nous ramènera pas notre maman, mais j'ai toujours envie de savoir. Tant qu'on ne mettra pas de réponse à mes questions, je n'arriverai pas à tourner la page. Parce que ma mère était... tout pour moi. Et que j'ai besoin de comprendre pourquoi pour passer à autre chose. À ce jour, rien n'a encore permis de relancer l'enquête pour savoir, enfin, qui a ôté la vie à Ghislaine Leclerc.